Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Michael Achdenberg, pour le 37e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, la France est-elle malade de ses médicaments? Notre invitée, la députée européenne Michèle Rivasi, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologiste, vous lancez ces jours-ci une opération main propre, un peu comme en Italie dans les années 90. Vous voulez en finir avec les conflits d'intérêts. Vous proposez d'économiser 10 milliards d'euros par an dans le domaine de la santé, sans diminuer les soins. 10 milliards de gaspillage et de corruption, dites-vous. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi vous, qui êtes député écologiste, vous lancez-vous, déboulez-vous comme ça dans le domaine de la santé? Quelle est votre expertise, diront vos ennemis? Mais d'abord, je suis agrégée en biologie et c'est vrai que je me suis toujours intéressée au problème de la problématique de la santé. Vous savez, au moment de Tchernobyl, quand j'avais créé la CRIRAD, qui était ce laboratoire indépendant pour montrer qu'en fait, on avait été contaminé et que les conséquences étaient sur la santé. Et là, depuis que je suis députée européenne, je vois, si vous voulez, l'ensemble des États et leur politique sur la santé. Et en même temps, on a eu des événements récents, comme le sofosbuvir, vous savez, qu'il y a un médicament qui soigne l'hépatite C, et qui est vendu par un laboratoire américain qui s'appelle Gilead, de l'ordre de 46 000 € les 12 semaines. Or, quand vous voyez qu'il y a 25 000 personnes qui ont l'hépatite C en France, vous vous dites, mais c'est plus d'1 milliard par an. Et vu le déficit de la sécurité sociale, on ne pourra pas soigner tout le monde. Et en même temps, quand on compare les prix des médicaments, et j'ai fait faire une étude par Serge Rader, qui est un pharmacien, qui est allé en Italie, qui a rencontré l'administration sur la santé en Italie, et on s'aperçoit qu'il y a des différences incroyables sur un même médicament, qu'on soit en Italie ou qu'on soit en France. Et je vous donne un exemple. Le Plavix, par exemple, qui est un médicament qui est très employé, ben, il vaut 25 € en France, il vaut 18 € en Italie. Un autre, le Glivex, qui est Novartis, qui est un antileucémique, il vaut 500 € en Italie, 2300 € en France. Est-ce que ça suffit, ça, tout cumulé, à faire économiser 10 milliards d'euros? Alors, il y a Comment deux vous aspects. en arrivez à ce chiffre? Alors, il y a deux aspects. Quand vous voyez le top 10 ou le top 100, c'est-à-dire les médicaments les plus vendus, vous pouvez avoir, par exemple, quand je vous ai cité le Glivex, vous pouvez avoir 80 millions d'euros d'économie si on s'alignait sur les prix italiens par an. Bon. Et quand vous le faites, vous cumulez sur l'ensemble des médicaments, ça vous fait des milliards. Et puis surtout, il faut diminuer la prescription. Parce que la France est un des pays où, par ordonnance, on a le plus de médicaments. Alors que vous voyez aux Pays-Bas, vous voyez en Angleterre, etc., on réduit énormément. Et puis, on n'emploie que 30% de génériques. La plupart des pays, ils sont à 60-70% de génériques. Et donc, quand vous cumulez diminution de la consommation des médicaments, diminution du prix des médicaments, puisque la France est un des pays où les médicaments, si vous voulez, les plus récents, sont les plus chers. Les génériques sont 30% plus chers que l'ensemble des génériques sur le plan européen. Et quand vous diminuez justement et vous alignez sur les prix les plus bas, eh bien, vous pouvez avoir 10 milliards sans problème, sans toucher aux soins. Comment vous expliquez cette différence de prix? Alors, vous dites que vous avez fait une étude comparative avec l'Italie. Je ne sais pas si vous l'avez faite précisément avec d'autres pays européens. On l'a fait aussi un peu en Angleterre. Oui. C'est seulement la corruption, d'après vous, les conflits d'intérêts ou la corruption qui expliquerait ce différentiel? Alors, c'est vrai que là, moi, je me suis interrogée en disant, mais comment se fait-il? D'abord, qui décide du prix des médicaments? Parce que c'est là, c'est le nerf de la guerre. C'est une commission qu'on appelle, c'est le CEPS, c'est un comité économique de protection de la santé, qui réunit plus de 33 personnes, avec bien sûr des gens du ministère de la Santé, Sécurité sociale, Assurance maladie, qui est un système complètement opaque. Et où le prix des médicaments n'est pas fixé seulement sur la valeur ajoutée du médicament, elle est fixée aussi d'un point de vue économique, c'est-à-dire quels sont les laboratoires qui demandent le remboursement. Quand vous voyez, vous avez eu le scandale du Mediator, je trouve que c'est incroyable ce dossier, hein, qui a pu occasionner entre 1000 et 2000 morts. Eh bien, on voyait que ce Mediator, il y avait la Commission de la transparence, donc la haute autorité sur la santé, qui demandait à ce qu'il ne soit plus remboursé. 2002, 2003, 2004, 2007, etc. Et les ministres ont décidé de toujours le rembourser à 65%. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. L'opacité de ce CEPS, le Comité économique des produits de la santé, fait en sorte à ce que ce n'est pas la santé qui est privilégiée. C'est est-ce qu'un laboratoire va délocaliser ou pas. Après, vous regardez de près
qui sont ces ministres de la Santé. J'ai fait une étude sur l'ensemble des ministres. Vous les citez, c'est justement la question qu'on veut vous poser, parce que vous portez des accusations nominales. Vous citez des gens, vous dites Nora Béra, Claude Évin, Edmond Hervé, Henri Nallet, Michel Barzac, Bernard Kouchner, Philippe Douste-Blazy, Elisabeth Hubert, Roselyne Bachelot, tous anciens ministres ou secrétaires d'État à la Santé. Vous citez Michel Barnier, Jacques Godefroy, Claudie Agnoret, des parlementaires corrompus ou gratifiés, dites-vous, des clubs de parlementaires, des hauts fonctionnaires, des associations sous influence. Bon, c'est parce que ils sont tous pourris, il faut appeler les choses comme ça, que la santé, que le médicament coûte si cher en France? Ben, si c'est un ministre qui vient d'un laboratoire pharmaceutique, qui est nommé ministre et qui a un poids sur la fixation du prix, puisque je vous ai indiqué le Mediator, normalement il ne devait pas être remboursé, eh bien on a maintenu les 65%. Mais c'est un ministre qui va dire ça. Et ces gens-là qui viennent des laboratoires pharmaceutiques et qui contribuent au prix, ils sont partie prenante, ils sont jugés partie. On n'a pas compris en France, par rapport à d'autres pays, que les conflits d'intérêts, il faut arrêter. Je ne comprends pas qu'un ministre de la Santé, qui soit venu des laboratoires pharmaceutiques, il n'a pas à être nommé ministre de la Santé. Et quand il est ministre de la Santé, il va directement dans les laboratoires pharmaceutiques. Vous trouvez ça normal? Il revient, quelquefois. Alors, quelquefois, oui, mais... Et puis en plus, alors c'est vrai que j'ai signé Michel Barnier, moi j'étais très surprise qu'il soit vice-président de Biomérieux. Comment? Et donc vous sous-entendez que c'est l'industrie pharmaceutique qui choisit les ministres de la Santé en fait en France? Eh bien, si vous voulez, l'idée c'est que qui mieux qu'un médecin, qui mieux que quelqu'un qui est dans les laboratoires pharmaceutiques peut s'occuper de la santé? Et c'est ça qui ne va pas. Parce que c'est des gens, si vous voulez... Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont reçu des tas d'argent. On a eu quand même le cas Cahuzac. Bon, mais on s'aperçoit que même à la haute autorité de la santé à l'heure actuelle, vous avez Jean-Luc Rousseau, qui est quelqu'un qui a osé déclarer au Sénat qu'il n'avait aucun conflit d'intérêt. Et quelques semaines après, il a dit « Si, quand même, j'ai touché 200 000 € de plein de laboratoires pharmaceutiques. » C'est ça qui ne va pas. C'est ces liaisons dangereuses. Après... C'est dans tous les cabinets que vous retrouvez ça. Moi, je vous ai fait la liste de tous les gens qui étaient dans le cabinet de Bruno Durieux, de Douste-Blazy, tout ça. Ils sont tous allés au laboratoire Fabre. C'est le système, il est complètement impliqué. Là, on ne découvre pas la Lune. C'est quelque chose qu'on sait depuis des années. Et avec le scandale du Mediator, justement, on avait envisagé une loi Bertrand qui devait permettre de mettre un terme à ces conflits d'intérêts, en tout cas de les déclarer de façon à ce qu'ils ne puissent plus générer ce type de situation. Comment est-ce que vous jugez-vous aujourd'hui les effets de la loi Bertrand? Mais écoutez, Xavier Bertrand, justement, lui, il ne venait pas d'un laboratoire pharmaceutique. C'est comme Marisol Touraine, à l'heure actuelle, ce n'est pas des gens qui sont directement liés à des laboratoires. Ce qu'il y a, il y avait normalement la volonté de faire un site, comme ce qui se passe aux États-Unis. Il y a le Sunshine Act. Et ils ont dit, on va faire un site où on va obliger les laboratoires pharmaceutiques à déclarer ce qu'ils donnent aux médecins. Mais... il y a eu l'application du décret, et d'ailleurs j'avais invité Formindep à la conférence de presse de lundi, qui a déclaré au début j'y étais, puis je me suis aperçu que ce décret qui devait obliger les laboratoires à dire qu'est-ce qu'ils ont payé, vous savez c'était au-delà de 10 €, eh bien on a supprimé les contrats, on a supprimé les conventions. C'est là où justement il y a de l'argent qui est donné aux laboratoires pharmaceutiques. C'est qui alors? C'est cette cellule qui devait élaborer les décrets, où il y avait les hauts fonctionnaires de l'État français, et plus l'industrie pharmaceutique. Et à un moment, Formindep, vous savez, ce sont des médecins indépendants, ont dit on ne participe plus. Et ils ont boycotté en disant si maintenant, dans le décret, on ne fait pas un site où il y a l'ensemble des émoluments reçus par les médecins, et je vais vous dire que c'est important ça, parce que regardez Sanofi, il a été attaqué aux États-Unis, pourquoi? Parce que des gens sont allés regarder sur ce site, parce que c'est obligatoire, et si le laboratoire ne décrit pas, vous voyez, l'argent qui est donné, ils ont des sanctions énormes. Eh bien, ils ont regardé tous les médecins qui avaient reçu de l'argent à Sanofi. C'était des millions de dollars. Eh bien, Sanofi a été condamné à plus de 200 et quelques millions de dollars parce qu'ils avaient acheté, en quelque sorte, des leaders d'opinion, on appelle ça des leaders d'opinion, ou des agents doubles, si vous voulez, où le médecin... Comme il est reconnu sur la place publique, eh bien, disait il faut acheter le Lantus, qui était un nouveau médicament, et ça leur faisait des milliards de bénéfices. C'est un système, mais qui est organisé, vous imaginez pas. Dernièrement, on vous expliquait le parcours dans le monde diplomatique d'un médicament, et on vous explique comment les visiteurs médicaux, ils vont voir les médecins, et si jamais le médecin prescrit peu de médicaments, ils vont leur dire, mais enfin,
comment ça se fait que vous ne prescrivez pas ce médicament, il est super. Et le médecin qui est honnête, il va vous dire, mais il existe un autre médicament qui est beaucoup moins cher pour la sécurité sociale. Et comme c'est eux qui font la communication, c'est eux qui donnent l'information, parce qu'on a été incapables, nous, à ce que l'État donne l'information au niveau de la formation continue. Est-ce qu'à trop serrer les prix, vous connaissez l'argument des laboratoires, vous ne risquez pas de mettre en péril, on ne risque pas de mettre en péril la recherche, parce qu'il y a des médicaments nouveaux qui paraissent beaucoup. D'ailleurs, là-dessus, vous avez un commentaire aussi. Oui, il y a très peu de médicaments innovants. Il y en a un peu sur tout ce qui est cancer. Il y a le sofosbuvir, qui soigne, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a très très peu de médicaments. Les ASMR5, c'est-à-dire l'amélioration des services rendus. Dans l'année 2011, il y a eu 209 molécules qui sont sorties, enfin 909 médicaments qui sont sortis, tous étaient ASMR5, c'est-à-dire aucune valeur ajoutée des médicaments. C'est des faux nouveaux. C'est ce qu'on appelle les MeToo. C'est-à-dire qu'on modifie certaines choses et on dit c'est un nouveau médicament. Par exemple, et là c'est un scandale, sur le Plavix, je vous dis c'est l'antiplaquettaire qui est très vendu, eh bien ils ont sorti un MeToo qui s'appelle Effiante et qui vaut 52,86 €. Alors que le Plavix maintenant il vaut 25. Mais en sortant des nouveaux médicaments, ils se les font rembourser et ils coûtent encore plus cher. On a un système, si vous voulez. Et quand on regarde le bouquin de Philippe Evin, il y avait aussi le professeur Salomon. Il disait en fait, il y a à peu près 130 médicaments indispensables qui soignent 90% des maladies. Bon, alors c'est vrai qu'il y a 10% qui sont pour la recherche et l'innovation. Si on me disait, bon, on rembourse les médicaments pour qu'on investisse dans la recherche et le développement. Mais c'est plus ça qui se fait dans les labos. On préfère racheter une start-up qui innove effectivement, plutôt que de mettre de l'argent dans la recherche et développement. Et en plus, les labos vous disent, oh mais grosso modo, ça coûte 800 millions € pour faire une molécule. Parce que vous voyez, quand il y a une molécule qui sort, il faut faire les essais cliniques, etc. Mais on s'aperçoit que sur ces 800 millions d'euros, il y a le lobbying, le marketing, les visiteurs médicaux, etc. Et que la partie recherche et développement est très faible. Et quand vous voyez le profit que se font les laboratoires pharmaceutiques, mais c'est au-delà du profit qu'on peut avoir chez les pétroliers ou chez d'autres. Alors pourquoi le pouvoir politique n'intervient pas? Parce que vous parliez tout à l'heure de la haute administration, vous disiez au moment des décrets de la loi Bertrand, finalement, si on comprend bien, l'influence du lobby de l'industrie pharmaceutique a eu raison de la haute administration. Mais enfin, il y a quand même un pouvoir politique en France, le Parti socialiste est au pouvoir. Il y a eu un changement en 2012. Il n'y a pas de volonté? Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a plusieurs raisons. D'abord, les laboratoires pharmaceutiques, c'est des gens très intelligents qui ont eu un marketing incroyable et qui s'immiscent de partout. D'ailleurs, quand il y a des gens très bons, vous voyez, ils leur offrent une possibilité d'aller dans leur labo et ils sont grassement payés. Bon. La deuxième chose, c'est que quand vous n'êtes plus élu, un parlementaire qui n'est plus élu, eh bien, il a la possibilité d'aller dans les laboratoires pharmaceutiques. Comme on l'avait à une époque, vous savez, avec le lobby nucléaire, où ils allaient au CEA ou à Areva, etc. Donc il y a une espèce, si vous voulez, de lien malsain qui s'effectue. Et puis, donc il faut l'interdire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que vous proposez du coup, puisque vous dites qu'ils s'introduisent partout, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, concrètement, on a plusieurs propositions. D'abord, il y a la proposition de la Haute Autorité sur la transparence, vous savez, de la vie publique des élus. Post-Cahuzac. Voilà, Post-Cahuzac, 2013, qui a montré quand même qu'elle a pu, d'une part, il y a les déclarations d'intérêt, il y a l'évaluation, il y a le contrôle, il peut y avoir des sanctions. Ça ne touche que la partie ministérielle et les gens du cabinet. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut que ça touche l'ensemble des agences. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, un contrôle sur les déclarations d'intérêt des experts. S'il y a ce contrôle, s'il y a cette évaluation et s'il y a la sanction à partir du moment où ils n'ont pas déclaré, là, je veux dire qu'on peut que ça ne soit plus du déclaratif, en fait, qu'on contrôle les déclarations qui sont faites. Parce que les déclaratifs, vous pouvez l'avoir dans différentes structures, mais s'il n'y a pas de contrôle et s'il n'y a pas de sanction, eh ben, les gens, ils déclarent. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez déclaré que ça y est, vous êtes sain. Quand même, quand vous avez l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il faut être sûr que l'expert n'ait pas travaillé dans le laboratoire. Il y a eu combien de cas où les rapports ont été faits par des gens qui travaillaient dans le laboratoire en question? Ça, vous voyez, ce n'est pas clair. Après, il y a le CEPS. Vous
voyez, cette instance qui définit le prix des médicaments. Il faut absolument l'ouvrir. Il faut qu'il y ait des usagers, il faut qu'il y ait, vous voyez, des gens dont on est d'abord qu'ils soient médecins, qui connaissent le prix des médicaments et qu'il n'y ait pas de lien d'intérêt. Et puis, il faut que ça soit transparent, c'est-à-dire quand un expert va dire, eh bien, voilà, l'ASMR, vous voyez, le service d'amélioration du médicament, c'est 5. S'il y a une nouvelle molécule qui est équivalente, il ne faut absolument pas que le prix soit au-delà. Il y a même un décret de 99 qui oblige à le faire. Mais ça n'est pas dans les faits. Donc, il y a tout ça qui s'est mis et qui fait que la France, mais pour les labos, c'est génial parce qu'on est un gros consommateur de médicaments, on rembourse très bien les médicaments, et sauf que moi, l'urgence, et pourquoi on a lancé cette main propre, c'est que demain, on ne pourra plus avoir l'accès à tous aux médicaments. C'est-à-dire notre système de sécurité sociale, qui est une référence sur le plan européen, eh bien, on ne pourra plus payer. Et quand vous voyez le déficit de la Sécu, moi je dis à notre ministre Marisol Touraine, regarde, applique les prix de l'Italie ou des prix aussi qui sont appliqués aux Pays-Bas sur les génériques, etc. Et tu feras des économies très importantes. Alors elle a pris la liste, effectivement, mais elle a diminué de quelques centimes ou quelques dizaines d'euros. Alors que là, ça représente des millions d'euros, vous voyez, si on s'allie. Et en même temps, il faut être clair. Moi, des parlementaires qui sont médecins, qui ont travaillé dans les labos, et on a vu plein d'exemples, qui font partie, vous voyez, parce qu'ils sont malins, ils vous invitent, vous voyez, à Lourmarin, etc. Il y a un lobbying, mais qui est incroyable, qui est fait. Et puis, quand je rencontre des médecins, ils me disent, mais oui, mais par exemple, je vais promouvoir tel médicament, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'après, il y a tout ce système des pairs. C'est comme les politiques avec les journalistes. À un moment donné, il y a des relations qui font qu'il n'y a plus d'objectivité. Ben, c'est un peu le cas, vous voyez, dans ce système qui est fait. Et l'Italie a réussi. L'Italie a mis le ministre de la Santé qui recevait des pots de vin 5 ans en prison. Il y a énormément de gens qui ont eu des sanctions très fortes. Eh ben, il faut avoir le courage de le faire. Et gauche-droite, là-dessus, ben, n'ont jamais été clairs. Et moi, ce qu'on dit maintenant, on regarde la loi Xavier Bertrand, qui partait d'une bonne initiative, eh bien, elle n'est pas allée jusqu'où elle pouvait aller. Et vous voyez que le dernier décret, maintenant, dit ben, une agence peut très bien embaucher un expert sous influence. C'est même mis dans les textes. Alors qu'avant, ce n'était même pas mis dans les textes. Donc on est allé, si vous voulez, à un système, ils ont repris le pouvoir indirectement. Michel Rivasi, dans votre conférence de presse sur le médicament, vous définissez ainsi le conflit d'intérêts, une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé. Eh bien, on va garder cette définition, mais on va changer de sujet en élargissant à peine un peu peut-être. On pourrait adapter cette définition au domaine dans lequel vous exercez votre activité d'élu, à savoir l'Europe. L'Europe qui s'inquiète, vous l'avez entendu, notamment, que les Grecs ne votent pas en fonction de l'intérêt de l'Europe. Et votre collègue Yannick Jadot s'est mis très en colère chez nos confrères de RFI. On l'écoute tout de suite et on le regarde. On a là aujourd'hui une sorte d'alliance contre la démocratie en Grèce qui est totalement scandaleuse. Moi, ça me rappelle quand Papandréou a voulu faire un référendum sur le programme d'austérité au tout début de la crise et qui s'est fait infliger une humiliation incroyable par Merkel et Sarkozy. On retombe dans les mêmes travers avec Juncker, avec Moscovici, avec Merkel. Il faut laisser les Grecs décider. L'austérité en Grèce est devenue un champ de ruines pour les Grecs et il faut que l'Europe change du point de vue de ses politiques. La Grèce qui s'apprête à voter et l'Europe officielle qui s'inquiète à l'idée que le parti anti-austérité, Syriza, un parti de gauche, n'obtienne la majorité. Alors, Michel Rivasi, comment jugez-vous l'attitude de la Commission européenne, de l'Allemagne, de la France vis-à-vis de la Grèce dans une Europe que vous défendez par ailleurs ? Alors, c'est vrai que je suis très pro-européenne, mais cette Europe m'inquiète beaucoup par rapport à la façon dont elle se dirige. On est en politique d'austérité. J'y suis allée, moi, en Grèce, justement, pour voir. Vous voyez, c'est le lien par rapport à la politique de la santé. Quand j'ai vu qu'il y avait 3 millions de personnes qui n'avaient plus accès à la sécurité sociale, qui ne pouvaient plus aller au niveau des hôpitaux parce qu'ils devaient payer 35 €, que des femmes qui avaient un cancer du sein ne pouvaient même plus avoir accès aux médicaments, qu'il y a une solidarité, heureusement, qui s'est créée avec des cliniques, avec Médecins sans frontières, qui a créé des cliniques pour avoir accès, je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Et il y avait la Troïka, rappelez-vous la Troïka, avec le FMI, le Fonds monétaire international, avec la BCE, la Banque centrale européenne, avec la Commission.
Et ils ont tranché sur les dépenses, justement, liées à la santé. Donc, cette Europe-là, on ne peut pas l'accepter. À l'heure actuelle, quand vous voyez les dettes, mais il faut absolument, et je comprends le discours de Syriza qui dit il faut restructurer notre dette. On ne peut pas payer comme ça. Parce qu'après, ça joue sur la qualité de vie des gens. 25% de gens sont au chômage, 60% des jeunes. C'est ça leur système en disant il faut continuer. Et là, j'en veux beaucoup à Juncker, qui est président de la Commission, parce qu'il a commencé à dire, à faire, si vous voulez, à faire des menaces en disant si jamais c'est pas Samaras qui est de droite et qui pas que lui, hein, Angela Merkel en a. Mais justement, lui, Madame Merkel qui ose dire ah mais à ce moment-là la Grèce va sortir de l'euro, je trouve que c'est de l'intimidation et ça c'est inacceptable. J'ai écouté François Hollande qui a dit on n'a pas à leur dire pour qui il faut voter. Eh bien très bien, on n'a pas à leur dire pour qui il faut voter. Et en même temps, je me dis que ce qui se passe en Grèce, comme ce qui se passe aussi en Espagne par rapport au mouvement qui s'appelle Podemos, eh bien, ils sont contre cette politique d'austérité, mais ils sont pour un investissement européen. Ce n'est pas des gens qui sont anti-européens, mais ils se disent, ce n'est pas par rapport à cette politique d'austérité où il faut qu'ils payent cette dette, où ils sont complètement étranglés, où ils ne peuvent même plus investir. En Grèce, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand j'ai vu, moi, qui fait les travaux, c'est Siemens, ce sont les Allemands, ou ce sont les Français qui font les travaux. Les banques, pourquoi elles veulent absolument qu'elles payent? Parce que c'est souvent les banques allemandes et les banques françaises. Donc vous voyez que ça, on ne le dit pas aux gens. Vous êtes au clair, les écologistes, sur l'attitude que vous aurez vis-à-vis si Syriza devait venir au pouvoir, ou Podemos? Alors, écoutez, on est un peu partagé chez les Verts européens. Comme d'habitude, hein. Mais c'est bien qu'il y ait des débats. Vous savez, quand il y a des débats, ça veut dire on essaie toujours de rentrer dans la logique de l'autre pour essayer d'avancer ensemble. Et on est quand même le parti sur le plan européen qui vote de façon la plus homogène par rapport aux autres partis. Bon, mais il y a des débats. C'est vrai que les Français, les Verts français, se disent il faut absolument aller voir les gens de Syriza pour leur dire dans leur programme. C'est vrai qu'ils sont contre l'austérité, ils sont pour l'investissement, ils sont pour réaugmenter le SMIC, parce que bon. Mais il y a très peu de choses sur l'écologie. Mais ils sont à l'écoute. Je pense qu'on peut les faire progresser là-dessus. Et si on les fait progresser là-dessus, eh bien, on peut peut-être changer aussi l'orientation de l'Europe. Parce que s'ils rentrent au niveau du Conseil des États et qu'on a des gens de Syriza, et demain, en novembre, en Espagne, il y aura des élections, on a des gens de Podemos, ben ça pourra changer, si vous voulez, cette politique très néolibérale. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des médicaments, c'est une politique très néolibérale. On ne veut pas dire, mais on fera aimer l'Europe à partir du moment où il y aura une protection aussi des citoyens européens, où on verra quelle est la valeur ajoutée que l'Europe peut apporter. Moi, souvent, je dis, mais comment ça se fait qu'on n'est pas sur une communauté européenne sur les énergies renouvelables? On a des talents, on a des pays qui ont plus avancé sur certains secteurs. Et pourquoi ce qu'on a fait sur Airbus, sur les satellites, les gens étaient fiers de dire c'est un satellite européen qui est allé dans tel commerce. Est-ce que ce n'est pas pour une forme de raison d'État, qui est une raison d'Europe, et qui vous concerne particulièrement, vous les écologistes qui êtes européens, et qui fait que vous avalez des couleuvres? Par exemple, vous l'avez avalé, la couleuvre du conflit d'intérêts entre M. Juncker et M. Juncker, l'un étant président de la Commission et l'autre étant ancien Premier ministre d'un paradis fiscal, qui a en plus beaucoup milité pour son paradis. Mais on a voté contre. Je vous signale qu'on a voté contre M. Juncker, parce qu'on savait, et avec Eva Joly, qui est très sensible aux paradis fiscaux, quand on a vu qu'il a été Premier ministre, responsable du scandale LuxLeaks, et que maintenant il est président de la Commission, hier même, j'ai vu des gens de la Commission, ils me disaient, avec Juncker, c'est worse, c'est pire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus du tout de volonté d'avancer, si vous voulez, pour une qualité de vie sur l'ensemble de l'Europe. On sent que les lobbies ont pris le pouvoir. Quand on voit qu'il y a le TTIP qui va arriver, avec ce tribunal qui va faire en sorte à ce que les lobbies vont pouvoir attaquer les États. Quand je vois que la semaine prochaine, je suis à Strasbourg, on va voter la loi sur les OGM. On a nationalisé, si vous voulez, le fait que chaque pays va décider s'il veut des OGM ou pas, alors que jusqu'à présent, l'Europe refusait les OGM. Mais après, c'est la porte ouverte. Plein de semenciers américains vont dire « on attaque la France parce que la France refuse les OGM par rapport à ce TTIP ». Et ce traité transatlantique, pour nous, c'est pas du tout, si vous voulez, ça va pas construire, si vous voulez, une valeur de protection qu'on a construite depuis des années vis-à-vis du plan européen. On est en train de déconstruire,
ce qui avait fait l'espérance de l'Europe. Moi, en tant qu'écologiste, je ne vois pas comment on peut revenir au niveau des États. Si vous voulez, quand on voit la pollution, quand on voit le problème du réchauffement climatique, et quand on voit la problématique de la santé, il faut que ça se fasse sur un plan européen, ce n'est pas que sur un plan national. Parce qu'après, on voit tous ces problèmes de conflit d'intérêts qu'on peut plus résoudre. Vous voyez, quand il y a une diversité d'experts. Eh bien, là, moi, je trouve qu'on revient en arrière. Et mes espoirs, eh ben, ils vont sur ces mouvements politiques citoyens, ces indignés, ces gens qui veulent construire l'Europe, mais une Europe différente. C'est ça notre combat. Et quand vous voyez ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, je me dis, tous ces jeunes, tous ces djihadistes qui vont en Syrie, etc., quelle est leur espérance à l'heure actuelle? C'est de tuer l'autre? C'est ça, moi, qui me renvoie à, quand je vois tous ces jeunes, j'ai envie de dire, mais c'est la sobriété heureuse, c'est la construction d'une planète où tout le monde peut vivre, c'est la sauvegarde de l'humanité qui va nous en sortir. Et pas comme ce que j'ai entendu M. Macron ce matin, qui dit il faut que tous les jeunes deviennent des milliardaires. Vous voyez dans quel schéma ils sont? Le schéma de la consommation. Et puis ces milliards, il va bien falloir les prendre chez quelqu'un. Vous croyez qu'il va parler de la distribution des richesses pour qu'on soit plus heureux? On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour être heureux. Si vous voulez, je trouve que la pensée à l'heure actuelle, elle n'est pas sur l'humanité, elle est sur l'individualisme. Et le mouvement écologiste, il est sur l'humanité. Il faut la sauvegarder, cette planète, mais avec les gens. Et pour ça, eh ben, il faut réduire, il faut être sur une redistribution des richesses et sur une qualité de vie. Et cette qualité de vie, moi, c'est pour ça que je suis écologiste. C'est pour ça que je m'engage contre les lobbies. C'est pour ça que je me suis bagarrée par rapport au mensonge de Tchernobyl. C'est pour ça qu'il y a tous ces combats. C'est pour les gens et non pas parce que j'aurai des milliards et après, qu'est-ce que je ferai avec tous ces milliards? Vous croyez qu'ils sont heureux, tous ces milliardaires? Par contre, tous ces gens, tous ces pauvres, eux, ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent même plus se soigner, ils ne peuvent même plus acheter une alimentation saine, etc. Ils ne peuvent même plus avoir un logement. Moi, c'est ça qui me met en boule parce que je me dis, ces politiques avec Juncker, avec Schulz, le PPE, le Parti socialiste européen, ils n'ont pas vu qu'il y a un enjeu terrible à l'heure actuelle. Il faut construire ensemble et ils construisent que pour certains. Merci Michel Rivasi. On vous a entendu et vous l'avez dit très fort. Merci. Merci. Fin de ce 37e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Michael Ajdenberg de l'avoir présenté et préparé avec moi. Un salut à l'équipe 5e étage production qui met en image cette émission. Et à la semaine prochaine, nous serons avec Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à propos de ces dizaines de milliers, centaines de milliers de migrants qui traversent en permanence la Méditerranée dans des conditions dramatiques et dans l'espoir d'un refuge en Europe. Bonne semaine à tous.